Bonjour à tous, je suis très heureuse de commencer ce quatrième webinaire de JGN. Donc, aujourd'hui, on va parler de la sécurité numérique pour les journalistes. Avant de vous présenter nos trois intervenants, je voudrais juste préciser quelques petites choses avec vous. D'abord que le webinaire va être enregistré, donc si jamais vous avez des problèmes de connexion, vous devez vous en aller, vous inquiétez pas, je vais envoyer la vidéo du webinaire ensuite à tous les inscrits et tous les participants. Et ensuite, vous incitez surtout à participer le plus possible, à poser toutes vos questions aux intervenants en utilisant le chat ou la petite fenêtre selon que vous avez Zoom en anglais ou en français. Ça s'appelle chat ou converser. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Mon confrère Marc Bouchage les posera à nos trois intervenants à la fin du webinaire. Donc avec nous aujourd'hui, nous sommes avec Grégoire Pouget et Jean-Marc Bourguignon, qui sont les deux cofondateurs de l'organisation Nothing to Hide. Nothing to Hide, qui est une organisation du coup qui se consacre essentiellement à la formation à la sécurité numérique et à l'enquête en ligne des journalistes et des journalistes d'investigation en France, mais aussi dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie. Et Élodie Comelin-Messan, tu es membre de la commission éducation de l'Internet Society au Togo et tu es administrateur de réseau et consultant en sécurité numérique. Donc, tu nous parleras plus particulièrement du contexte spécifique un peu différent aux pays africains, notamment en tout cas au Togo. Grégoire et Jean-Marc, du coup, je vous donne la parole. Vous allez tous les deux nous présenter du coup l'organisation et surtout, donc on fait un webinaire aujourd'hui un peu particulier parce que c'est un webinaire interactif. On va faire un quiz et du coup, Grégoire et Jean-Marc vont vous expliquer les règles du jeu et comment participer. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Grégoire Pouget, comme le disait Marc, je suis l'un des cofondateurs de Nothing to Hide avec Jean-Marc. Alors Nothing to Hide, qui sommes-nous? Nothing to Hide, nous sommes une ONG, on est basé en France et on travaille avec essentiellement des journalistes, mais pas uniquement, aussi avec des militants, des blogueurs, des activistes, toutes les personnes qui sont impliquées dans le traitement et la fabrication d'informations et qui sont exposés à des risques. Donc nous, on travaille avec ce public-là et qu'est-ce qu'on fait? On a une expertise plutôt technologique, puisque c'est de là d'où on vient, avec Jean-Marc, mon cofondateur, et on essaye de mettre au mieux la technologie au service des métiers liés à l'information. Alors ça peut être, comme expliquait Marthe, sur comment apprendre à protéger ses communications, ses données, comment être anonyme, et aussi comment exploiter les outils en ligne pour aller enquêter, pour aller chercher des sources ouvertes. Donc aujourd'hui, le séminaire est plutôt consacré à la protection des sources, à la sécurité numérique. Et pour le coup, je passe la parole à Jean-Marc pour qui vous explique un petit peu pourquoi c'est important et avec qui on a pu travailler jusqu'ici sur ce sujet. Merci Grégoire. Bonjour à tout le monde. Alors, pourquoi c'est important pour un journaliste? Ça coule de source, j'ai envie de dire, c'est pas un jeu de mots, de protéger ses sources et aussi ses données. Et quand on parle protection des sources, c'est pour nous une évidence que si un journaliste ne sait pas se protéger soi-même, il va vraiment avoir du mal à protéger ses sources. Donc, on essaie vraiment d'avoir un travail de fond et le fait d'avoir côtoyé des journalistes, soit par le passé, dans des activités précédentes, avec Reporters sans frontières, par exemple, pour nous deux, ça nous a permis de vraiment d'avoir une approche, de savoir comment travailler les journalistes, de s'adapter, parce que la sécurité numérique, le but, c'est pas de faire des journalistes des pros de la cybersécurité, c'est qu'ils apprennent un petit peu à manier les outils. Et faut pas qu'il y ait, enfin, et ce qui est normal, il faut qu'il y ait le moins de contraintes possible pour le journaliste dans son process de travail journalier, etc. Il faut pas que ça le bloque, sinon bah, il ne va pas respecter les règles basiques et il va très très vite contourner parce que c'est un frein à son travail. Et c'est exactement la même chose pour des citoyens ou des activistes ou des blogueurs, parce qu'on travaille vraiment avec tout ce panel-là aussi.
Et donc, c'est de mettre en place des process de sécurité. Et ça, on l'a fait, Grégoire et moi, depuis un paquet d'années. Et on le fait au sein de notre ONG, dont c'est le mandat, d'ailleurs, principal. Beaucoup en Afrique, on a beaucoup lié des partenariats avec African Rising. On a déjà fait des missions au Ghana pour des activistes et des journalistes togolais. En Tanzanie, où on a eu l'opportunité de faire des formations avec vraiment de toucher 7, 8, je crois, Grégoire, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 pays d'Afrique, 2 années de suite. Et aussi un peu au Moyen-Orient, enfin surtout en Turquie. On travaille avec quelques journalistes syriens. Et on a aussi, voilà, ça c'est des missions extérieures, hein, c'est-à-dire qu'on va sur place pour faire ça, mettre en place des process de sécurité, soit dans des rédactions, soit pour des journalistes sur place. Et on apporte aussi un appui un petit peu en distanciel, voilà, le terme est à la mode ces temps-ci, où on peut mettre en place à façon des outils quand un journaliste part à l'étranger. On peut lui mettre en place des outils pour sécuriser ses données, un cloud sécurisé, on fournit aussi des VPN, etc. Et aussi, on fait beaucoup de choses. On a aussi un volet un petit peu éducatif citoyen où on fait des MOOC, ça va faire bientôt 2 ans, 3 ans, je crois qu'on fait des MOOC. D'ailleurs, on va vous en proposer un durant ce webinaire. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal comme présentation. Dans ce cas-là, moi, je vous propose peut-être de commencer le quiz parce que en fait, l'objectif de ce webinaire, c'est quand même que ce soit interactif et que tout le monde puisse apprendre des choses. Et après, donc, il y a Elodie. Je vais laisser peut-être la parole à Elodie pour se présenter, mais juste pour vous expliquer comment ça va se dérouler, on va faire un quiz qui va être sur des connaissances génériques. Et après, on va laisser la parole à Elodie que nous avons rencontrée lors d'une formation au Ghana, en l'occurrence, et qui continue à travailler sur ce sujet-là au Togo. Et Elodie vous détaillera un petit peu son contexte à lui, parce que en fait, la sécurité numérique, c'est de la théorie, mais c'est surtout beaucoup de pratique. Donc, je laisse la parole à Elodie, peut-être si tu veux dire quelques mots pour te présenter. Oui, merci Grégoire, merci à tout le monde. Et vous allez m'excuser un peu parce que c'est un peu sombre chez moi tout à l'heure et la lumière vient de partir. Et aussi, le bruit est tellement intense à mon époque, vous savez, dans mon pays, le taux de pénétration de l'Internet est tellement très bas, ce qui fait que l'Internet n'est pas partout. Alors, pour pouvoir avoir une très bonne connexion, il va falloir que je me déplace vers un centre disons un centre communautaire où il y a plein de monde, ce qui fait que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans ce problème où l'Internet m'a laissé un peu et je suis dans ce On ne t'entend pas très bien là, Elodie, il y a un bruit. Voilà, je parlais justement de ce bruit. C'est si occasionnel ce bruit parce que l'Internet. Il y a un bruit strident là, je ne sais pas si c'est ton casque ou. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être reprendre la parole après, du coup, après le quiz? Oui. Là, il y a un bruit assez difficile. Alors, quelles sont les règles du quiz? Comment ça fonctionne? Donc, avant de lancer le quiz, les règles qui sont assez simples. Ce qu'on fait entre autres chez Nothing to Hide, on fait des formations, on fournit des outils et on se propose de fournir 3 comptes VPN aux 3 personnes qui auront le plus de réponses justes et qui auraient répondu le plus vite au quiz. Donc en fait, les règles, il y a 6 questions génériques. Après chaque question, on donnera la réponse et on fera quelques détails. Pour répondre aux questions et pour savoir qui a répondu le plus vite, il va falloir répondre dans le chat. Donc, dès que vous avez la bonne réponse, tac, vous la mettez dans le chat et comme ça, on saura on verra les 3 personnes qui auront répondu le plus vite. Donc, les 3 personnes qui auront répondu le plus vite sur les 6 questions se verront offrir un compte VPN. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un compte VPN, c'est parfait, ce quiz est là pour en discuter.
C'est bon pour les règles. Bah, on va pouvoir passer au quiz. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran et on va commencer avec la première question. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? Parfait. Alors, la première question, c'est est-ce que Z U majuscule O point d'exclamation 7 $R, est-ce que c'est un mot de passe robuste? C'est-à-dire que est-ce que c'est un mot de passe qu'on peut utiliser pour protéger son compte Google, son compte Facebook, sa boîte mail, voilà. Donc moi je vois pas trop les réponses, donc il faudra me dire à peu près quand est-ce que je reprends la parole pour donner la réponse justement. Ça va très vite. Hein. On a beaucoup de réponses déjà. Hein. Oui. Ok, je vous propose d'arrêter les réponses parce que vu que c'était tapé que 3 lettres, je pense que ça peut aller assez vite. Alors, je ne sais pas quelle est la proportion de oui-non. En fait, la réponse c'est non. C'est un très très mauvais mot de passe. Puisque en fait, pendant des années, on vous a expliqué que l'utilisation de plusieurs jeux de caractères, majuscules, minuscules, était un plus pour les mots de passe. Pour faire la robustesse d'un mot de passe. La robustesse, c'est-à-dire que c'est un mot de passe qui a du temps à craquer. En fait, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul facteur qui fait qu'un mot de passe est robuste. Le facteur qui fait qu'un mot de passe est robuste, c'est non pas le nombre de jeux de caractères, mais c'est vraiment la longueur, le nombre de caractères qu'il y a dans un mot de passe. Donc en fait, si je fais un mot de passe U7, 9 $, machin, qui fait 10 caractères, ça sera toujours moins solide qu'un mot de passe qui fait 25 caractères qu'avec des minuscules ou 30 caractères qu'avec des minuscules. Donc une bonne pratique pour faire un mot de passe vraiment solide pour protéger ses comptes en ligne et tout ce qu'on a besoin de protéger avec un mot de passe, c'est de faire ce qu'on appelle des phrases de passe. Alors, une phrase de passe, c'est j'ai assisté à un webinaire avec Nothing to Hide, avec tout attaché, un J majuscule, et ça vous fait une phrase de passe qui fait 50 caractères de long, qui est très très solide et qui est surtout très très facile à retenir. Parce que les mots de passe type U, $, 9, 7, c'est quelque chose qui est très très compliqué à retenir parce que nous, on n'est pas des machines, on est des humains, on préfère les mots au caractère, juste au caractère. Jean-Marc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, non, certains ont bien répondu. Il y a même eu le phrase de passe qui a été écrite. Ah, bravo. Donc, bien, bien. Et non, tu as tout dit sur les mots de passe, effectivement. La bonne réponse était non, ce n'est pas un bon mot de passe. Ok. Il y a, alors, évidemment, dans le chat, là, Jean Frater n'a pas le droit de jouer. Il y en a 2-3 qui n'ont pas le droit de jouer dans le chat. Ils se reconnaîtront. Hein. Ah, vous avez des groupies? Des gens avec qui on a fait des formations aussi, qu'on a formés, donc Jean Fraterne qui est en RDC et en Ouganda. Alors, deuxième question, est-ce que cette adresse www.facebook.secure.com appartient à Facebook? Pour le coup, là, je vais laisser la parole à Jean-Marc sur la nécessité d'expliquer cette question et sur la réponse. Tu me diras quand je passerai à la réponse. Oui, je regarde tout de suite les… Faut que je note au fur et à mesure, hein, parce que… Ah non, mais quoique le chat, on peut le sauvegarder. Peut-être m'éviter. Il y a beaucoup de noms en ce moment. Oh, c'est bien. Oui. Mmh. Donc pareil, vu que c'est que 3 lettres, oui ou non, je pense qu'on va passer à la réponse assez vite. On va répondre, on va passer tout de suite à la réponse qui est évidemment… oh là, ça a été un peu vite. Non, oui, très bien. Non, c'est pas du tout le site facebook.com et cette partie-là du quiz avec les mots de passe, pour moi, c'est une des plus importantes en termes de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, le vecteur d'attaque vraiment majoritaire sur Internet et tout le monde se fait piéger, c'est ce qu'on appelle le phishing
ou en français l'hameçonnage. Ça consiste simplement à piéger des gens par mail souvent pour les inciter à cliquer sur un service sur lequel ils ont un compte, évidemment, soit Facebook, Twitter, votre banque aussi. Et en fait, vous redirigez sur un faux site qui n'est pas du tout le site, par exemple, de votre banque. Et c'est en fait vraiment c'est vraiment très important de savoir lire un lien, de savoir lire une URL et la bonne pratique pour ne jamais se faire piéger, enfin jamais, c'est pour vraiment réduire le risque de se faire piéger, c'est d'essayer d'avoir l'automatisme de lire les adresses Internet de droite à gauche pour ne pas se tromper. Et vous verrez que sur un piège comme celui-ci, vous ne vous ferez plus piéger, tout simplement. Parce que si on lit de façon classique, de gauche à droite, comme on a l'habitude, et qu'on reçoit un mail qui a toujours une connotation d'urgence pour vous faire cliquer, c'est le but du phishing ou de l'hameçonnage, vous allez lire https facebook-secure.com et vous allez vous arrêter sur Facebook et tout l'entourage du mail qui va vous faire peur ou qui va vous donner un sentiment d'urgence. Et ce sera pareil pour votre banque ou un autre service pour vous obliger souvent à changer de mot de passe. Et en fait, il suffit simplement de prendre son temps quand on reçoit un mail. De toute façon, un mail urgent, c'est rarement urgent en vrai. Hein. S'il y a une urgence, il y a le téléphone, etc. Donc, il faut toujours relativiser le sentiment d'urgence par mail. Et c'est vraiment de lire de droite à gauche. Et vous verrez que si vous lisez de droite à gauche, vous verrez le .com, qui est l'extension d'un site. Donc, .com, c'est commercial. .fr, c'est français, etc. Et ensuite, vous avez le nom de domaine. Et c'est là que c'est le plus important. Et là, si vous lisez donc de droite à gauche, vous allez voir que vous allez aller sur secure.com et non sur facebook.com, tout simplement. Donc, si vous lisez de droite à gauche, vous ne vous ferez pas avoir sur ce type de piège. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont un peu plus évolués. Et pour vous aider à ça, parce qu'on ne va pas non plus faire un cours complet là maintenant tout de suite, on a fait un petit MOOC, si vous voyez l'écran. Donc un petit MOOC, c'est un petit parcours pédagogique qui se fait en 1 heure, je ne sais plus, quelque chose comme ça, c'est très rapide. Il y a plusieurs étapes, il y a des petits exercices et on apporte vraiment tout ce qui entoure l'hameçonnage. Et à l'issue de ce petit parcours pédagogique, franchement, vous serez robuste à ce niveau-là. Pour votre information, les pièges par hameçonnage, il y a eu 200% d'augmentation voilà, en 2019. Et ça, c'est un rapport de cybermalveillance.gouv.fr. Donc, c'est un truc qui est remis, c'est un rapport qui est fait tous les ans. Il a été remis à l'occasion du Forum international de la cybercriminalité. Et donc, le rapport est vraiment accablant. Il y a eu, on est passé de 29 000 victimes en 2018 à 90 000 en 2019. Voilà, pour les cas connus et reportés. Hein. On est bien d'accord. Je pense qu'on peut facilement multiplier par 2 pour tout ce qui n'est pas connu et pas reporté auprès des services de gendarmerie et de police. Et le fait, alors, on peut se faire piquer son mot de passe, on peut être infecté aussi par un lien malveillant quand on reçoit ça par mail. Donc, gardez vraiment à l'esprit qu'aujourd'hui, le vecteur d'attaque, vraiment, le plus majoritaire, c'est par mail. Et c'est juste parce que les gens n'ont pas eu l'éducation à savoir lire une adresse mail ou une adresse Internet. Voilà. Donc, on va passer à la question suivante. Je suis passé un peu vite. Question 3, toujours répondez par oui ou par non. Est-ce que mes fichiers sont protégés si je verrouille ma session d'ordinateur avec non plus un mot de passe, mais avec une phrase de passe? Alors, mes fichiers sont-ils protégés? C'est-à-dire que, est-ce que si quelqu'un récupère mon ordinateur, il peut avoir accès à mes fichiers si je protège mon ordinateur avec un mot de passe de session? Vous savez, quand vous lancez l'ordinateur, il y a un écran qui s'affiche avec un petit formulaire où vous devez rentrer votre mot de passe. Est-ce que ça suffit à protéger vos fichiers? Je ne sais pas où on en est des réponses. Est-ce que les participants répondent encore? Moi, je n'ai pas le… Il y a encore des réponses, oui, mais il y en a déjà une bonne dizaine.
Alors, on vous laisse 5 secondes pour répondre. C'est quand même un peu un jeu de rapidité aussi. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, non, vos fichiers ne sont pas protégés. Parce qu'en fait, quand vous lancez votre ordinateur, quand vous allumez votre ordinateur, spécialement si vous utilisez le système d'exploitation Windows, vous devez rentrer votre mot de passe pour accéder à votre bureau, là où vous avez vos raccourcis à vous, votre fond d'écran, etc., etc. Et ce mot de passe ne protège rien, en fait. Il protège juste votre paramétrage d'écran. Il protège tout ce que vous avez enregistré dans votre session, c'est-à-dire comment est-ce que les couleurs que vous utilisez, etc. Mais les fichiers eux-mêmes, ils sont sur votre disque dur. Et quelqu'un qui démonterait le disque dur de votre ordinateur, il aurait juste à le brancher sur son ordinateur, tout comme on branche une clé USB pour accéder aux fichiers. Et on n'a pas besoin du mot de passe pour accéder à vos fichiers. Le seul moyen, le seul outil qui vous garantit la protection des fichiers qui sont sur votre ordinateur, c'est ce qu'on appelle le chiffrement. Alors, qu'est-ce que c'est le chiffrement? Le chiffrement, vous savez, les fichiers, c'est composé de 0 et de 1. Je ne sais pas si vous avez entendu ça en informatique, mais c'est ce qu'on dit toujours. Et en fait, c'est un fichier, in fine, c'est une suite de 0 et de 1. Le chiffrement, ça consiste à prendre ces 0 et ces 1 et à les mélanger, à changer l'ordre de façon à le rendre illisible. C'est comme si on avait une page avec du texte, qu'on prenait les lettres et qu'on les mélangeait. C'est ça l'opération de chiffrement. Et l'opération de déchiffrement, ça consiste à prendre ces lettres et à le remettre dans le bon ordre en utilisant l'exact inverse de la séquence qu'on a utilisée pour mélanger l'ordre des lettres. Alors ça, évidemment, on ne le fait pas à la main. Il y a des logiciels qui permettent de le faire. Il y a un logiciel qui est libre, gratuit, open source, qui s'appelle VeraCrypt, qui marche sur toutes les plateformes. Si vous tapez veracrypt, je crois que c'est veracrypt.fr, vous allez accéder directement sur le site. Et avec ce logiciel, vous pouvez chiffrer votre disque dur, un dossier entier ou un fichier que vous pouvez garder sur votre ordinateur, garder sur un disque dur ou même envoyer sur un service de cloud. Et seule la personne qui aura le mot de passe pour déchiffrer le fichier pourra accéder, ou le dossier pourra accéder au contenu. Donc, le seul moyen de vraiment protéger le fichier, c'est le chiffrement. Alors, il y a d'autres outils un peu plus complexes comme PGP, mais vraiment celui qu'on vous conseille, c'est VeraCrypt. Et sinon, il y a un outil très, très utile. On vous donnera les liens dans le chat tout à l'heure. Ou alors, si vous voulez, pendant la session de questions-réponses, il y a un outil qui est très utile qui s'appelle Cryptomator. CRYPTOMATOR, qui est un outil qui est vraiment très simple à utiliser et qui est vraiment parfait pour chiffrer des fichiers qu'on envoie sur des services de cloud type Dropbox, Google Drive et autres. Juste pour finir sur le chiffrement, à savoir que pour ceux qui sont utilisateurs de MacBook Pro, donc le système d'exploitation c'est OS X, sur les deux dernières versions, je crois que c'est activé par défaut le chiffrement du disque dur qui s'appelle FileVault. Voilà, donc dans le système Apple, nativement, maintenant, il y a le chiffrement de toutes vos données en activant FileVault, mais normalement, il est activé par défaut, ce qui vous garantit que si quelqu'un vous vole votre MacBook et qui n'a pas le mot de passe, pas la phrase de passe qui va le débloquer, il ne pourra pas extraire les données de votre MacBook. À savoir que sur Windows 10 professionnel, simplement professionnel, il y a le chiffrement de disque dur avec BitLocker, qui est un produit Microsoft, donc c'est natif au système. Et voilà, mais malheureusement pour l'instant, c'est que sous Windows 10 professionnel. Sous Windows 10 Home, il n'y a pas de solution simple et facile en fait pour protéger ces données, sauf à utiliser des logiciels comme VeraCrypt pour faire ça, ou d'autres, hein, mais VeraCrypt est connu et reconnu, et surtout c'est un logiciel qui est auditable car c'est un logiciel libre open source avec des licences GPL, etc. Donc on le conseille, et d'ailleurs lors de nos formations, on fait des exercices, on apprend à l'utiliser de façon fonctionnelle. Mais voilà, donc c'était le petit point juste pour conclure. Alors, question suivante. Est-ce que mes messages privés sur Messenger, Facebook Messenger, Google Hangout ou Google Chat, WhatsApp ou même Skype sont vraiment privés?
Ce que j'entends par là, c'est est-ce que à part vous ou la personne avec qui vous chattez, est-ce que d'autres personnes peuvent avoir accès au contenu de ces messages, auquel cas ils ne seraient pas privés? Beaucoup de bonnes réponses. Ça va faire beaucoup de comptes VPN à distribuer alors. On avait dit les 5 premiers. Mais... En attendant les réponses, je vous rappelle donc que vous pouvez aussi poser si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, on les posera à la fin du webinaire. Alors c'est pareil, vu que c'est oui ou non, je ne sais pas, il y a encore des réponses qui arrivent ou on peut Oui, passer mais là? ça y est, tu peux donner la réponse. Là, Alors non, non, pourquoi? Y compris avec WhatsApp, c'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, les services type Skype, Messenger et Hangout, avant, le chiffrement de Skype et Messenger était assuré par des clés de chiffrement. En fait, le chiffrement, ça fonctionne. C'est comme si vous aviez un coffre. Hein, quand on chiffre un message, on prend le message, on le met dans un coffre, on le ferme à clé, on l'envoie au destinataire. Le destinataire a la clé et il ouvre le coffre et il accède au message. Grosso modo, le chiffrement des communications, ça marche à peu près comme ça. Avec Facebook Messenger et Skype, le problème, c'est que vous avez la clé, la personne avec qui vous communiquez a la clé, et si vous ne cochez pas la petite coche qui dit je veux vraiment une conversation privée, eh bien, Microsoft et Skype a la clé aussi. C'est la même chose avec Messenger, c'est-à-dire que l'intermédiaire qui est Microsoft dans le cas de Skype ou Facebook dans le cas de Messenger a la clé pour déchiffrer le contenu. Alors, je ne dis pas qu'ils le font, je dis qu'ils peuvent le faire. Il se trouve que depuis un an maintenant, Skype et Messenger offrent la possibilité d'envoyer des messages chiffrés de bout en bout, c'est-à-dire que personne, à part vous ou l'interlocuteur, n'a la clé pour ouvrir le coffre et accéder au message. Par contre, le souci dans l'utilisation du type de service type Messenger ou même WhatsApp, puisque WhatsApp, c'est un service qui est chiffré de bout en bout, où juste vous et vos interlocuteurs peuvent accéder au message. Le problème, c'est plus le contenu du message. Le problème, c'est qui appelle, combien de temps et quand. Et ces informations, Facebook Messenger les a, Microsoft et Skype les a, WhatsApp les a. Donc, c'est pour ça que ces services-là sont sont pratiques. Moi, je ne vous dis absolument pas de ne pas d'arrêter d'utiliser Facebook Messenger. Facebook Messenger, ce serait familial, là. Pardon? C'est familial. C'est ça, c'est familial, c'est pour les amis, etc. Par contre, si vous avez des conversations sensibles, Facebook Messenger ou même WhatsApp, c'est vraiment l'outil, c'est pas l'outil idéal, c'est pas l'outil à utiliser. C'est-à-dire que, et on le verra tout à l'heure avec Elodie, en sécurité numérique, il n'y a pas un bon outil. Il y a des situations et pour les situations, il y a des outils à utiliser. Si jamais vous devez discuter avec quelqu'un et faire en sorte que personne, à part vous, et cette personne-là, par exemple une source, si vous êtes journaliste, que personne ne soit au courant de ce que cette conversation a eu lieu ou ne soit au courant de ce qu'il y a eu dans cette conversation, il ne faut pas utiliser ces outils-là, il faut plutôt utiliser un outil qui s'appelle Signal, qui est un outil donc, de communication qu'on peut installer sur son téléphone, sur son smartphone, Signal, et qui, en l'occurrence, chiffre les conversations de bout en bout. Et surtout, Signal n'a pas la possibilité de dire qui vous avez appelé et quand. Donc, Signal, c'est vraiment l'outil le plus sécurisé pour communiquer et avoir des conversations vraiment privées. Rien à rajouter. Bon, il y a Signal ou ailleurs, hein, les deux, ils se valent. Il y a une question sur laquelle il y a deux questions. Je réponds vite fait. Quelle différence entre PGP et GPG? C'est une histoire de licence. PGP, c'est Predicate Privacy, ça a été créé par Zimmermann il y a très longtemps. Il y avait des problèmes de licence, du coup, ils ont pris la licence GNU, PGP tout simplement. Alors, le problème d'importation de clés GPG, on ne va pas aborder ça maintenant. Hein, c'est pour Manon Thomas.
Et de plus en plus de services frontaliers dans plusieurs pays disent avoir le droit de fouiller et télécharger les infos qui se trouvent dans nos téléphones portables. Avez-vous des conseils pour cacher et encrypter, chiffrer ces informations contacts? Oui, on a des conseils. Oui, on aborde ça en formation parce qu'on travaille beaucoup avec des journalistes et des reporters qui partent à l'étranger. Et c'est pas, alors quand on va à l'étranger, c'est pas trop ils disent avoir le droit de fouiller et télécharger, etc. C'est plus une question que quand on va à l'étranger, on se retrouve dans un pays où on ne vit pas, on est seul, et quand quelqu'un des forces de l'ordre, voire deux, trois personnes vous mettent un peu la pression, le téléphone vous le donnez. Voilà, donc il n'y a même plus une question de droit, il y a une question de on n'est pas chez soi, il n'y a pas l'avocat au bout du téléphone, donc en général on cède. Et c'est pour ça que oui, dans les formations, on aborde ça. On peut pas, je suis désolé, pendant le webinaire là, on ne peut pas aborder de façon plus précise, mais il y a des solutions pour effectivement cacher des données. Il y a VeraCrypt, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Et voilà. Et Marc, tu veux envoyer un message? On va passer à la question suivante, parce qu'après, il nous reste, on ne voudrait pas déborder trop sur l'heure du webinaire. Question 5, alors ça, je vais te la laisser, Jean-Marc, c'est tellement pour toi, toi qui joues tout le temps avec les réseaux Wi-Fi. Est-ce que je peux utiliser un réseau Wi-Fi public en toute confiance? Alors. Je note juste une question. Donc, oui, il y a des bonnes réponses partout. Est-ce qu'on peut passer à la réponse Comme les WC publics, on est vite d'accord. Ouais, en plus des réponses. Alors, ok, voilà, je te laisse la parole, Jean-Marc. Alors, je pense que majoritairement, tout le monde a bien répondu. Que non, on ne fait pas confiance à un Wi-Fi public. C'est pas, oui, alors, on va pas, ça parle d'anonymat et l'interception de données, etc. Effectivement, quand on se connecte à un Wi-Fi public, on n'a aucune garantie, tout simplement, que le Wi-Fi public sur lequel on est connecté, c'est bien celui-ci. La seule indication qu'on ait, c'est le nom, ce qu'on appelle techniquement le SSID, le nom du point d'accès. Ça peut être Starbucks, ça peut être Wi-Fi Free SNCF, gratuit, je crois, je ne sais plus, j'ai connu par cœur à une époque. Et c'est le seul moyen que vous avez pour être sûr que vous êtes sur le bon Wi-Fi. Et ce n'est pas assez, tout simplement, parce que c'est vraiment très facile de copier le nom d'un accès Wi-Fi avec son ordinateur. Maintenant, avec une petite clé, voilà, j'ai même vu des formats en montre. Et en fait, c'est embarqué, c'est une petite carte électronique qui n'est pas plus grande que ça et qui permet de pirater, entre guillemets, le Wi-Fi, c'est-à-dire à vous faire croire que vous allez, par exemple, dans un hôtel Ibis ou Accor, peu importe, et vous êtes journaliste ou un homme d'affaires, etc., et vous vous connectez évidemment au point d'accès avec le nom de l'hôtel pour consulter vos mails, etc., peu importe. Et en fait, vous pouvez vous faire piéger très, très facilement. Donc, encore plus si vous êtes journaliste et que vous partez à l'étranger. Donc ça, après, il y a aussi tout l'environnement OPSEC. Je pense qu'il y a des journalistes, vous savez très bien, quand vous allez à l'étranger, vous allez dans des hôtels dits à journalistes, parce qu'entre journalistes, évidemment, on se fait des bonnes adresses, etc. Et évidemment, les hôtels connus comme étant des hôtels pour journalistes, évidemment, qui vont être ciblés, voilà, potentiellement, pour avoir de l'information, tout simplement. Et il n'y a pas 40 façons de se protéger du Wi-Fi, c'est l'utilisation du VPN. Voilà. Ça, ne jamais utiliser de Wi-Fi public sans VPN. Et ça, c'est bon pas que pour les journalistes, hein, c'est aussi bon pour à peu près tout le monde. Parce que maintenant, avec les smartphones, on fait à peu près tout. Hein, on a le compte Amazon, etc. Et on bosse un peu de partout avec le Wi-Fi, parce que c'est pratique, c'est du confort, évidemment. Sauf que le Wi-Fi n'est pas sécurisable très difficilement.
La seule manière d'avoir une protection de ces communications, c'est d'utiliser un VPN. Alors nous, on en fournit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a des tutoriels sur notre site qu'on va fournir après, que Grégoire peut vous montrer là. Alors, j'ai vu qu'il y a eu quelques réponses sur Tor. Oui et non. Tor, si vous utilisez Tor, ça veut dire que vous connaissez déjà Tor, donc vous utilisez Tor Browser. Tor Browser va juste sécuriser votre surf. C'est tout. Un VPN, c'est quand même un peu mieux parce que le VPN, il va vraiment prendre tout votre trafic et le protéger. Pas seulement le surf, pas seulement le HTTP, ou le HTTPS surtout. Donc voilà. Donc on ne fait pas confiance au Wi-Fi public. Et encore plus si on doit soit communiquer quand on est à l'étranger avec sa rédaction, soit prendre contact avec des sources, etc. On fait vraiment très attention. La connexion avec les données mobiles est-elle sécurisée même en partage de connexion? Alors, parfois, je dis c'est pas mal, c'est même mieux dans certains cas d'utiliser la 4G avec le VPN que le Wi-Fi de l'hôtel où vous êtes ou de l'endroit où vous êtes qui n'est pas forcément sécure. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est parfait. On va passer à la question suivante. Puis après, on prendra d'autres questions éventuellement. Puis on laissera la parole à Elodie aussi. Dernière question. Est-ce que mon smartphone est plus protégé que mon ordinateur? Est-ce que je cours moins de risques en utilisant un smartphone plutôt qu'un ordinateur? C'est identique, non pas mieux. Non. C'est la dernière question. Hein. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont répondu, qui ont eu la bonne réponse à chacune des questions, qui ne sont pas extrêmement difficiles, hein, nous, on les utilise vraiment pour introduire une longue réponse. Mais si jamais vous avez répondu à toutes les questions rapidement et que vous avez eu la bonne réponse, on vous dit, je vous rappelle, ça fait très jeu télévisé, mais je vous rappelle quand même qu'on distribue, on va vous distribuer un VPN donc, maintenu par notre association Nothing to Hide. Qui pour l'instant, j'ai vu la question, qui n'est pas sous WireGuard. Pas encore. On a des projets, on pourra en parler avec ceux que ça intéresse, mais on est vraiment très fort sur le sujet. Ça varie très très vite. On attend, voilà, WireGuard, juste pour le petit truc, on attend vraiment que tous les clients soient utilisables sur tous les devices, tous les appareils possibles. Et il y a encore des petits soucis, que ce soit sur Windows, sur les smartphones et Windows notamment. Alors, la réponse à la question, c'est une image. En fait, non, votre smartphone, il n'est pas du tout plus protégé que votre ordinateur. Parce que finalement, votre smartphone, aujourd'hui, si vous avez un iPhone ou un Android, c'est un ordinateur. Et c'est même plus compliqué de savoir ce qui sort de votre smartphone parce que avec votre smartphone, vous avez synchronisé vos contacts, vous synchronisez votre agenda peut-être avec Google ou iCloud. Votre smartphone, il est relié à plus de réseaux que ne l'est votre ordinateur, puisque votre ordinateur il est juste relié à Internet. Le smartphone, il est relié à Internet. Tu as oublié l'application Torch qui demande accès à tes contacts, Grégoire. Très important. Ouais, en plus, alors je vais en parler, il y a des applications. Votre téléphone, il y a un GPS dessus, il y a également, il est relié au réseau GSM. Donc en fait, on peut sécuriser un smartphone, mais il faut investir un peu de temps, il faut comprendre un peu les différents réseaux auxquels il est connecté. Surtout, et ce dont parlait Jean-Marc, sur le smartphone, le gros piège, ce sont les applications, puisque chaque fois qu'on installe une application, c'est plus vrai sur Android que iPhone. Les applications vous demandent les permissions pour faire certaines choses, accéder aux fichiers, à l'appareil photo, tout ça. Et souvent, des applications demandent de manière illégitime, par exemple, une application qui fait lampe de poche vous demande d'accéder à vos fichiers. Quelle est la raison pour laquelle une application lampe de torche a besoin d'accéder à vos fichiers? Sinon, peut-être éventuellement de scanner des choses, etc., pour exfiltrer des informations. Donc, le smartphone, c'est assez compliqué
à sécuriser. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. C'est regarder des applications pour Android d'un éditeur qui s'appelle Guardian, comme Gardien en anglais, qui fait des applications assez intéressantes, qui a porté Tor sur Android, qui fait des applications de floutage de photos. Enfin, ils font vraiment des choses très intéressantes. Si votre vie privée est un souci, si vous vous souciez de votre vie privée sur votre smartphone, pour les applications, je vous conseille de jeter un œil sur le site de, comment s'appelle-t-il déjà Exodus, Exodus Privacy, qui le est projet, oui. un beau projet qui, pour chaque application, dit le nombre de mouchards ou le nombre d'outils de mesure d'audience. Voilà, c'est le vrai mot. Et puis aussi les accès aux différents Ouais, composants, exactement. aux fichiers. Et ce site-là, chaque application, il l'ouvre et il regarde ce qui se passe dedans et il leur donne une note en fonction du respect de leur vie privée. Alors pourquoi on met cette photo? Parce que le seul moyen vraiment de s'assurer que votre téléphone ne fuite pas de données, c'est d'utiliser un dumb phone, un téléphone idiot que les moins jeunes d'entre nous ont connu, puisque là, pour le coup, on utilise juste le GSM. Le GSM, donc les appels téléphoniques qui ne sont surtout pas sécurisés, ni les SMS, ça, ce n'est pas sécurisé. Mais au moins là-dessus, vous savez où sont vos données, vous savez que ce n'est pas sécurisé, surtout la batterie dure très très longtemps, 3 semaines, contrairement à un iPhone ou en Android. Donc en fait, il n'y a pas de, les smartphones, pour répondre simplement à la question, ne sont pas plus sécurisés que les ordinateurs, et c'est même plus compliqué à sécuriser. Ouais. Après, il y a quand même un petit avantage en termes d'écosystème. Ce qu'on l'a vu ces derniers temps, le Google Store, enfin le Google Play, le market de chez Google a retiré je ne sais plus combien de milliers, de centaines de milliers d'applications qui étaient infectées. Donc, parfois, en allant essayer une application sur Google Play, vous dites, bon, bah, c'est le Google Play, c'est sécure, etc. Le problème, c'est que force est de constater que Google ne vérifie pas ou n'a pas les moyens de vérifier toutes les applications qui sont publiées sur leur store. Et du coup, ça met en danger beaucoup de votre vie privée, voire plus. Et c'est vrai que l'écosystème de chez Apple pour iPhone est un peu plus correct, un peu plus sérieux. Le billet d'entrée n'est pas le même pour publier. Donc, quand on a la question qui revient, souvent c'est Android versus iPhone. On est bien obligé de répondre, même si Nothing to Hide, on ne veut pas donner d'avantage à telle marque ou telle marque, mais on est obligé de dire qu'effectivement, iPhone a un avantage sur ce point-là. Voilà. Alors, donc là, c'est la fin du quiz. On va voir s'il y a des gagnants. On va vous contacter. Je pense qu'on a les mails. Enfin, JGN a les mails des gens qui sont inscrits. Donc, oui, on vous enverra un mail après, ou vous enverra un mail avec les gagnants. Et voilà. Et alors, encore un petit jeu concours. Celui ou celle qui arrive à nous envoyer un mail chiffré à partir de ça, à gagner également un compte VPN. Alors, petite transition. Là, ce qu'on vous raconte, c'est des choses génériques parce qu'on ne connaît pas les contextes des uns et des autres. Oui. Et en fait, en sécurité numérique, il n'y a pas un outil magique. Il n'y a que des outils à utiliser en fonction de contexte. Et c'est pour ça qu'on a fait une formation où on a rencontré, à l'occasion des formations qu'on donne dans différents pays, on rencontre des gens avec qui on garde contact par la suite. Et Elodie fait partie de ces gens avec qui on garde contact, qui ensuite, Elodie, après avoir eu l'occasion de suivre une formation qu'on a organisée, a lui organisé des formations pour le contexte dans lequel il est, à savoir au Togo. Donc, je vais laisser la parole à Elodie et j'espère que, Elodie, tu as eu l'occasion d'avoir une salle un tout petit peu plus calme pour pouvoir discuter ça avec une bonne connexion. Et on va te laisser la parole pour que tu puisses parler un petit peu de ton contexte spécifique, du contexte spécifique du Togo et de la sécurité numérique. Merci Grégoire pour la parole. Je vais aller plus rapidement parce que le milieu dans lequel je suis ne me permet toujours pas, le plus ça passe à bien. Vous savez, bon, le problème de sécurité ici, spécialement au niveau du Togo, c'est un problème quotidien que
nos frères vivent à chaque temps parce que vous savez, le taux de pénétration, même c'est à 15% dans le pays, donc l'Internet n'est pas partout. Donc, le peu qui savent au moins utiliser quand même et sont souvent exposés à des vulnérabilités, à des attaques par-ci par-là, où bon, ils ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire lorsqu'ils sont connectés parce que les applications qu'ils utilisent, c'est seulement le Facebook et le WhatsApp. Et voilà, ils ne savent pas sur le net ce qu'il faut faire et voilà, tu peux laisser en fait. Là, ils se laissent dans l'hameçonnage facile et après, vous savez, c'est des chantages partout sur le net qui touchent parfois la nudité de certaines personnes ou on publie la nudité de la personne parce que la personne a pu avoir accès à son compte parce qu'il n'est pas sécurisé, ils ne savent rien de la sécurité numérique. Il est là parce qu'il a découvert quand même l'Internet, il a découvert les applications, les Facebook et autres, et voilà, ils se permettent d'y accéder comme ils peuvent. Donc, c'est ce problème, c'est à ce problème souvent, on a souvent à faire et dans notre milieu, justement. Et voilà, bon, pour continuer le système, voilà, le plus ça commence, hein, ça gêne. On peut couper. Ok, Elodie, il y avait un bruit trop important là, du coup? Je sais pas, est-ce que tu veux reprendre la parole ou c'est… Voilà, c'est bon. Je peux continuer, ça ne vous gêne pas? Ok, d'accord. Donc, je disais, voilà, le grand souci dans ma zone, et suite à cette formation qu'on avait fait avec notre équipe au niveau de l'autre côté à Accra, on a essayé quand même de rassembler certaines personnes, c'est-à-dire que les internautes, les amoureux de la chose numérique, on a essayé de mettre un peu le b.a.-ba de la sécurité numérique. Et surtout, on a attaqué une zone, les journalistes surtout. On a essayé quand même de les apprendre les b.a.-ba de la sécurité numérique. Et on l'avait organisé à Lomé. Et on a aussi organisé dans une autre ville à Népo pour quand même éclairer les zones d'ombre qu'ils ont sur les choses. Et la difficulté majeure, et ça, ce que je l'avais déjà dit, c'est l'Internet qui ne couvre pas mon pays, qui ne couvre pas, même si on prend la capitale, l'Internet qui ne couvre pas toutes les zones, alors on est obligé quand même de se déplacer vers certains centres sociaux pour quand même organiser ce genre de formation qui, bon, qui n'est pas trop, comment dirais-je, la sécurité n'y est pas parce que, vous savez, le problème aussi, ça rentre un peu dans le domaine politique où si tu ne sais pas faire, bon, on t'arrête parce que tu viens quand même dire quelque chose qui peut aller à l'encontre des décisions administratives. Donc, cette sécurité qu'on veut, Bon, en attendant, on peut peut-être poser des questions. S'il y a par exemple des participants qui ont des questions spécifiques sur le contexte au Togo, peut-être que Elodie peut y répondre après. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, Marc. Ouais, il y a quelques questions. Ouais. On va commencer juste par la dernière parce que Jean-Marc, tu as commencé à y répondre, mais dans le chat, est-ce qu'il existe des smartphones ou ordinateurs accès sécurisé avec un autre système d'exploitation qu'Android ou Apple? Alors, comme j'ai répondu rapidement, oui, il y en a, et pour l'instant, qui fonctionnent, qui sont utilisables, très peu, exception faite du smartphone qui s'appelle Slash, qui est français, qui ont fait un fork. En fait, ils ont pris Android et ils ont retiré toutes les briques Google. Voilà, donc ça reste de l'Android, mais ils ont enlevé tout ce qui était, ils ont dégoogliisé tout simplement l'Android. Du coup, il est plus costaud en termes de privacy, de vie privée. En termes de sécurité, je ne sais pas. En vrai, c'est très compliqué de répondre à ce genre de questions.
Ensuite, il y a de l'exotique. Il y a quelques téléphones, Fairphone, etc., qui tournent sous Linux. Mais nous, on ne le conseille pas parce que on travaille avec des journalistes, des blogueurs. Ils ont besoin d'avoir quelque chose qui fonctionne et pas un truc pour geek. Alors, quand on est geek, on peut s'amuser. Il y a de quoi s'éclater. Il y a plein de petits trucs, etc. Mais quand on n'est pas geek, malheureusement, malheureusement aujourd'hui, non. Alors, on reste vraiment dans ce carcan Android et Apple, parce que Windows Phone, je crois que c'est enterré. BlackBerry, on n'en parle même plus. Donc, malheureusement, pour l'instant, voilà. Merci. On a une autre question de Céline Martelet qu'on a bien notée et qui est-ce que Telegram reste safe comme signal? Et une autre question qui est dans la même thématique, est-ce que vous avez un comparatif des fonctionnalités des outils de messagerie instantanée sécurisés avec des avis sur Braillard, alors que je ne connaissais pas, et Telegram? Je te laisserai pour Briard, mais Telegram, moi je dirais que ce n'est pas aussi sécurisé que Signal. Pourquoi? Parce que le protocole de chiffrement que Telegram utilise n'est pas libre. Enfin, c'est chiffrement maison que Telegram utilise. Donc, on ne peut pas auditer. Une partie de l'application est libre, mais il y a quand même la couche la plus importante qui permet de chiffrer qui n'est pas libre. Donc, c'est un peu un problème. Par ailleurs, Telegram, il y a eu quelques petites… il y a eu quelques histoires d'interception de messages envoyés avec Telegram. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas si les messages ont été interceptés sur le réseau ou si les messages ont été saisis sur le téléphone, parce que quelle que soit l'application de communication sécurisée qu'on a, si on récupère le téléphone et qu'on le déchiffre et qu'on a le code, on peut accéder au contenu des messages Telegram. En tout cas, je vous conseillerais plutôt d'utiliser Signal, mais encore une fois, le problème de ces applications, c'est que sur Telegram, si vous avez tout votre réseau sur Telegram, ça va être compliqué de le passer sur Signal. Donc, nous, on a une approche assez pragmatique. On dit, voilà, utilisez Telegram avec des gens avec qui vous communiquez. Et si vous avez vraiment des choses sensibles, on vous conseille plutôt de passer plutôt sur Signal, dont on sait que c'est vraiment une application sécurisée. Alors, sur Briard, je ne sais pas si Jean-Marc, moi, je ne connais pas très bien cette application. Je ne sais pas si tu connais mieux. Non, je connais juste de nom. Voilà, je pense que c'est une application qui rentre à peu près dans les mêmes standards que Wire. Alors, je ne sais plus si ça repose sur Matrix ou pas. Mais après, il y en a plein. En fait, des applications sécurisées, il y en a beaucoup. Il y a Riot, il y a des trucs un peu exotiques qui sont très sécurisés. Oui, voilà. Après, le problème, c'est d'utiliser… c'est un peu comme tout le monde. On a tous un écosystème, soit Signal, dans d'autres pays, c'est Viber, etc. Et en fait, il faut utiliser… On est souvent contraint d'utiliser l'application que tout le monde utilise autour de soi. Voilà. Et quand c'est pas assez sécure, c'est plus dans votre responsabilité de dire aux gens, écoute, on est sur Messenger, on est sur Viber, moi je fais pas trop confiance, tiens vas-y on essaye, Signal, Wire, voire Telegram si vous faites confiance. Mais nous, chez Nothing2i, clairement notre confiance va vers Signal et Wire, vraiment. Et c'est plus en fait aux gens de faire migrer tranquillement en disant, écoute, voilà, je suis pas sûr de ton truc là. Tiens, essaye Signal. J'ai vu la question tout à l'heure, je profite pour répondre. Oui, dans Signal, on peut faire, on peut embarquer tous ces textos en fait, voilà, dedans, sécuriser, chiffrer tous ces SMS reçus et envoyés avec Signal. Donc du coup, voilà, je réponds à la question en même temps. Voilà. Après, oui. Alors par contre, j'ai vu, il y a des tableaux comparatifs, effectivement, où il y a. D'ailleurs, on a collaboré il y a 3-4 mois à justement un tableau comparatif de toutes les messageries instantanées. C'était sur, alors je ne vais pas faire de pub, je suis désolé, je fais un peu de pub, c'était sur Le Point, qui sort maintenant annuellement un comparatif. Et il y en a d'autres, hein. Vous pouvez vraiment trouver des comparatifs très sérieux sur les différents logiciels. Alors d'ailleurs, justement, pour pas faire de pub, plutôt, le problème des comparatifs, c'est que ça évolue tous les jours. Oui. Par contre, ce qu'on est en train de faire, ça va sortir en juin,
Nothing2Hide. On collabore avec cette plateforme de cours en ligne qui s'appelle Totem, qui collabore aussi avec d'autres structures type Free Press Unlimited. Et au mois de juin, on va sortir un MOOC, un cours en ligne en français sur les outils de communication sécurisés. On va parler de WhatsApp, de Signal, etc. Et c'est un cours que vous pourrez suivre sans avoir besoin de quelqu'un qui est en présentiel. C'est-à-dire que c'est un cours que vous suivez en ligne, il y a des questionnaires, vous répondez, on vous corrige, etc. Vous pouvez poser des questions, vous pourrez poser des questions dans les forums, vous aurez des réponses. Ça sort en juin. Et dès que ça sort en juin, donc suivez notre profil, notre compte Twitter ou inscrivez-vous à notre newsletter ou suivez le compte de Totem. Je pense que GIGN relaiera l'information, mais ça va sortir en juin un cours sur les applications sécurisées. Oui, on relaiera l'information. Marc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, il y a encore d'autres questions. Une autre, est-ce que les mots de passe qui sont générés par VeraCrypt sont sûrs? Et quel est le degré de confiance à faire à VeraCrypt pour gérer ces mots de passe? Oui, les mots de passe, quand on fait. Oui, les mots de passe qui sont générés par VeraCrypt sont costauds. Preuve en est, quand vous choisissez votre mot de passe, c'est-à-dire que vous décidez que ce soit vous qui créez le mot de passe, si vous rentrez un mot de passe qui n'est pas suffisamment costaud, VeraCrypt vous met un gros warning en disant attention, le mot de passe que vous mettez est beaucoup trop faible. Donc voilà. Ensuite, peut-on faire confiance à VeraCrypt? Pour l'instant, oui. Voilà. Et comme tout en sécurité, ce que je dis aujourd'hui, demain peut se révéler faux. Voilà. Donc, je ne vous aide pas en disant ça, mais c'est la réalité du terrain. Mais pour l'instant, oui. Après, VeraCrypt a un historique assez fort quand même. C'était à l'époque, ça s'appelait TrueCrypt, qui a été abandonné par les développeurs parce qu'il y avait des pressions sur eux et ils ont préféré abandonner pour se mettre un peu à l'abri. Oui, VeraCrypt a été audité, bien sûr. Et après, à chaque fois, c'est toujours le problème, c'est qu'il y a. Alors, nous, Nothing2Hide, on privilégie évidemment tous les logiciels libres, open source, dont le code source, n'importe qui peut le lire, et en plus qui ont été audités. Le problème d'auditer un logiciel libre, c'est qu'il faut trouver de l'argent. Donc, tous ces projets sont toujours confrontés à un moment donné à OK, il faut que je trouve de l'argent pour me faire auditer, pour dire aux gens, voilà, mon logiciel, il est correct. Mais on essaie vraiment effectivement de privilégier ça. On se renseigne pour savoir à quel programme on peut se renseigner. Alors en fait, c'est vrai que c'est pas évident. Il n'y a pas de hub. J'ai utilisé un terme French Tech. Il n'y a pas de cluster. Il n'y a pas de cluster. Non, mais c'est compliqué effectivement. En général, soit on est sur des réseaux comme Twitter et on regarde un petit peu. On tape le nom du programme, par exemple, vous verrez tout plein de choses. Après, je peux comprendre que ce n'est pas évident de trouver le bon site ou le bon endroit. Alors nous, on pense être un bon endroit pour venir vers nous. Quand nous, on ne sait pas, on redirige vers les personnes pertinentes ou vers d'autres partenaires. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors, petite précision, parce que je lis juste après, c'est par rapport à ce que je dis. Le cours en juin, non, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Oui. Il y a Charles Loïc Toume Hondo, qui est journaliste. Ma question essaie de savoir s'il existe des réflexes de sécurité numérique à adopter dans le cadre de la pratique de mon activité. Plein de réflexes à adopter. On ne peut pas tous les résumer là parce qu'on est en webinaire. Mais sur notre site Nothing2Hide, on donne déjà, il y a tous nos slides, toutes nos formations sont en slide et ils sont librement téléchargeables, modifiables. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des bouts de slide et vous faire une formation à vous ou à vos collègues. Prendre contact avec nous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rentrer, nous envoyer un petit mail et si on passe au Gabon, on sera ravis d'aller faire une petite formation par chez vous. Voilà. On a une autre question qui est de savoir si c'est possible d'envoyer un mail chiffré en PGP à partir de la messagerie ProtonMail. Maintenant, oui. Oui, maintenant, on peut importer, exporter ces clés PGP par ProtonMail. Donc, c'est faisable. Il y a aussi une question qui est d'actualité. Est-ce que vous avez un avis sur l'application Stop Covid? Alors, c'est un peu hors sujet. Enfin, là, on n'est plus dans la sécurité numérique, mais puisque la question a été posée. On est dans. Ouais, c'est pas
Ouais, je sais pas. Moi, personnellement, pour moi, c'est pas un sujet numérique, c'est un sujet de tiers de confiance. Est-ce que je fais confiance à mon gouvernement ou est-ce que je fais confiance à des boîtes privées? Voilà. On pourra on pourra sortir tous les arguments sécuritaires de cette application-là. C'est possible qu'elle soit sécurisée. Voilà. Après, le 100% sécurité n'existe pas. Hein. Olivier Véran, enfin, je ne sais plus, a sorti une crétinerie. Et en plus, une provocation. En plus, c'est de la provocation qu'il fait. Le dernier qui a fait ça, il s'est fait poncer. Hein, donc, voilà. On est plus dans le tiers de confiance. Ouais, en fait, la question est, est-ce que vous avez assez confiance dans le gouvernement et dans les gens qui réalisent cette application pour accepter de l'avoir? Après, il y a un autre débat qui est sur la vie privée. Est-ce que cette application va favoriser le fait de fliquer les gens? Il y en a qui le pensent. Après, la surveillance pour des raisons sanitaires, ça existe depuis des années. Chez NothingToL, la vie privée, c'est quelque chose qu'on essaie de défendre et c'est important pour nous. Par ailleurs, le bien commun, c'est quelque chose qu'on met au-dessus de ce genre de choses. Et surtout, on n'a pas une approche technophobe. Donc, on dit que ce genre d'application, ça peut être utile. Encore une fois, et là, c'est exactement ce qu'a dit Jean-Marc, c'est un tiers qui l'opère. Est-ce que vous avez confiance dans ce tiers? Si oui, utilisez-la. Sinon, ne l'utilisez pas. Merci. Et on a rapidement quelques questions qui ont été transmises par mail. Alors, je ne suis pas sûr, comme c'était transmis par mail, de bien comprendre les questions, mais je vais vous les poser comme elles le sont. Quelle est notre empreinte numérique? Saisie, champ lexical, sphère de connexion. Et notamment aussi la question du contrôle de tous les nœuds de sortie de Tor. Alors, c'est des questions très… Alors, je pense que l'empreinte numérique… qu'est-ce que l'empreinte numérique? L'empreinte numérique, c'est quand on va sur Internet, on utilise tous ou un smartphone ou un ordinateur qui marche sur Windows, sur Mac, sur Linux ou iOS ou Android. Le navigateur, c'est ou Chrome ou Firefox. Sur ce navigateur, il y a peut-être des plugins que vous avez installés, des extensions. Le navigateur est peut-être en français et en anglais. Peut-être que votre résolution d'écran est large, petite, moyenne. Et l'ensemble de ces facteurs, ça fait que vous avez une empreinte numérique unique. Tout comme nous, on a une empreinte digitale unique. L'ensemble de ces facteurs techniques font qu'un site que vous visitez, quand bien même vous changeriez d'adresse IP, vous effaceriez tous les marqueurs techniques que vous avez, la possibilité d'effacer, à savoir des cookies par exemple, eh bien, si vous visitez un site que vous le revisitez le lendemain, eh bien, ce site pourra savoir que vous êtes la même personne. Donc là, on n'est pas vraiment dans des questions de sécurité numérique, mais plus dans des questions de respect de la vie privée et de marketing. Et donc, on a tous une empreinte numérique très compliquée à effacer. Pour effacer et maîtriser son empreinte numérique, il y a un moyen qui est l'utilisation du navigateur Tor, qui fait en sorte que tous les gens qui utilisent ce navigateur aient la même empreinte numérique. Et la deuxième question, c'était… C'était sur la question du contrôle de tous les nœuds de sortie de Tor. Ouais. Alors, c'est le modèle d'attaque contre Tor, alors là. Ouais, alors comme la question est partielle, je ne sais pas quoi répondre. Mais est-ce que tous les nœuds de sortie de Tor sont contrôlés? Alors certains sont… Alors déjà, certains le sont, certains nœuds de sortie Tor sont montés certainement par des agences qui cherchent à regarder ce qui se passe, mais pas tous les nœuds. Et en fait, il y a eu beaucoup de modèles d'attaque sur le réseau Tor. Et en fait, pour faire en sorte qu'une personne, qu'un seul acteur, le même, contrôle un nœud de sortie et un nœud d'entrée du réseau Tor, et si ça arrive, ça fait qu'en fait, votre trafic n'est absolument pas protégé, absolument plus protégé sur Tor, et ben les probabilités sont vraiment infimes. Mais ça, c'est un modèle d'attaque que les gens qui travaillent sur Tor ont en tête. Et c'est très, très, très compliqué. Tor, ça reste un outil très solide pour la protection de votre surf en ligne. Et on a une question qui est dans le contexte. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Est-ce que l'application Zoom est sécurisée? Ah oui, on voulait en parler. Alors oui, c'est assez ironique de faire un séminaire, un webinaire sur la sécurité numérique sur Zoom.
mais pas tant. En fait, Zoom, au début du confinement, était largement utilisé. Il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'on pouvait faire du Zoom bombing, parce qu'on pouvait attraper… les conférences de Zoom si on ne les sécurise pas avec un mot de passe, en fait, c'est une adresse très simple à recomposer avec un numéro de 10 chiffres, très simple à récupérer. Il y a eu des problèmes de vie privée au début, c'est-à-dire que si on avait une adresse Gmail et qu'on se connectait à Zoom, on pouvait accéder aux autres conférences des gens qui avaient une adresse qui était dans le même domaine. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont des adresses en Gmail. Bon, il se trouve que la société Zoom, on ne peut pas leur enlever ça, a fait beaucoup d'efforts et a fait de nombreuses mises à jour pour mettre fin au Zoom bombing. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix, ils ont vu leur trafic et potentiellement victime du succès, oui. Leur chiffre d'affaires augmenter de x10, donc évidemment qu'ils ont fait des efforts. Donc Zoom est plus sécurisé qu'il ne l'était au début du mois de mars. Cependant, l'application en elle-même, l'installer sur un ordinateur, Zoom accède à des couches bas niveau de l'ordinateur. Ce n'est pas une application qui est extrêmement saine. Enfin, je ne veux pas dire que Zoom espionne les gens, mais ce n'est pas une application qui a été faite dans l'état de l'art du respect de la vie privée. Ils sont en train de changer ça, c'est très très long. Mais non, Zoom, si vous avez des choses très sensibles à faire, des informations à échanger, Zoom, ce n'est pas l'outil idéal. On conseille plutôt d'utiliser un outil comme Jitsi. Mais Zoom, l'intérêt, c'est qu'on tient à 100 dessus, 200. 1000. Jitsi, on tient à 6-8. Pardon, tu dis? À 1000 même. On a un webinaire demain, on a 988 personnes inscrites. Donc, c'est vrai, c'est ça. Ça fait partie des discussions qu'on a eues nous, au sein de l'organisation pour savoir si on utilisait Zoom ou pas. Et c'est un des arguments. Oui, clairement, Zoom fait le boulot. Hein, donc, on peut pas… Mais, voilà, pour un webinaire de 1000 personnes, on n'est plus dans une problématique de protection. Oui, voilà, on ne parle pas voilà. de questions confidentielles. Et peut-être juste une dernière précision pour la fin, parce que tout à l'heure, il y a une question qui a été posée, de savoir si Nothing to Hide emploie WireGuard. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que WireGuard, est-ce que vous pouvez en dire juste 2 mots? Parce que vous avez commencé à dire que non pour l'instant, mais Ah oui. WireGuard, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un VPN. Je ne veux pas envie de dire d'une nouvelle génération, mais c'est un VPN qui bouge beaucoup les lignes parce qu'il est plus discret, il laisse moins de traces réseau et en plus derrière, il y a vraiment… Alors déjà, il est intégré depuis peu, pour les techos, pour ceux qui sont un peu techniciens, ça va leur parler, il est intégré dans le kernel Linux, ça veut dire que c'est comme si le VPN était natif au système d'exploitation, donc meilleure gestion, meilleure rapidité. D'ailleurs, ça je confirme, WireGuard à l'utilisation, il n'y a pas photo, c'est vraiment beaucoup plus rapide, il y a moins de latence que quand on utilise du VPN dit classique comme OpenVPN ou NordVPN, comme tout le monde connaît. Donc vraiment, et nous on a un gros projet dessus sur lequel on travaille, qui est de déployer ça dans différents pays. Donc, on est sur un projet où on va mettre ça dans des boîtiers qu'on va aller poser dans des pays, dans des rédactions, et on va former des gens sur place pour qu'ils s'emparent de l'outil, qu'ils soient en capacité d'eux. Donc, voilà le truc. Et après, oui, on aimerait bien le mettre en libre accès comme on le fait actuellement sur les VPN, mais cette technologie, il y a encore des soucis de portabilité sur notamment les smartphones. Donc pour l'instant, on attend et on est vraiment pressé de le faire. Je vois qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement sur le chat, j'en parle très rapidement, sur les antivirus. Alors, on n'a pas abordé la question, mais oui, évidemment, c'est important d'avoir un antivirus installé sur son ordinateur. Mais le premier antivirus, et ça, on le martèle tout le temps, le premier antivirus c'est la personne qui est devant l'ordinateur et ce n'est pas le logiciel débile qui ne reconnaît pas les dernières signatures des virus qui va faire le boulot pour vous. Donc, c'est important d'avoir un antivirus, on est bien d'accord, mais c'est 40%, mais même pas, du boulot, parce que c'est vous, en fait, qui est derrière la souris et qui cliquez sur le virus pour qu'il se réveille. Voilà. Donc, le premier antivirus, c'est le premier bug, hein, c'est entre la machine et la chaise. Entre le clavier et la chaise, c'est l'homme, et c'est lui le premier bug. Et donc, c'est lui le premier antivirus, et ne pas faire confiance à son antivirus aveuglément. Voilà.
D'ailleurs, antivirus, il n'a plus que le nom parce que maintenant, on ne parle plus de virus depuis bien longtemps, c'est des malwares, etc. Voilà, parenthèse fermée. Merci Très beaucoup. bien. C'est la fin des questions. Et juste peut-être préciser, comme vous avez évoqué les mots de passe tout à l'heure, que c'est possible de tester son mot de passe sur Nothing to Hide et de savoir combien de temps il faut pour le craquer. Ouais. Ouais, on a un On petit enverra question toutes de... les ressources Ouais. après à l'issue du webinaire. Du coup, là, on a un peu débordé sur la longueur de la session. Élodie, Avant de terminer, du coup, est-ce que Elodie, justement, peut-être que là, il y a un peu moins de bruit. Et si tu pouvais donner un ou deux conseils très spécifiques aux journalistes qui sont au Togo ou ailleurs d'ailleurs, enfin, qui sont dans un contexte un peu différent, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil rapidement pour pas qu'on... Voilà. Le bruit, ça persiste, hein, ça persiste. Donc, Il y a encore du bruit? Ah, on ne t'entend pas. Elodie, je ne sais pas si tu souhaites intervenir ou je ne sais pas si on peut unmute Elodie. Bon, il ne nous entend plus? j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ah, bon. Bon, bah tant pis. Merci beaucoup Grégoire, Jean-Marc, Elodie, Marc et Olivier que vous ne voyez pas qui est à la technique. Et voilà, on vous enverra toutes les informations qui ont été mentionnées pendant le webinaire, notamment toutes les ressources qui ont été développées par Nothing to Hide, les cours en ligne, etc. À l'issue du webinaire. On enverra bien sûr aussi aux gagnants, au Nothing to Hide, mentionnera les gagnants et leur expliquera comment obtenir leur VPN. Et je vous donnerai aussi les informations sur notre prochain webinaire qui sera avec l'organisation Open Facto et qui traitera des techniques d'enquête en ligne et notamment de l'open source intelligence. Donc, merci à tous et voilà, à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Élodie. Merci d'être venue. Merci, Elodie. Merci, Marc. Merci, Marc.